Bonjour. Salut, c'est Amélie Sandrine. OVNI, extraterrestre, les preuves s'accumulent et ça dérange un certain nombre de personnes. Il y a des choses importantes qu'on veut vous dire, des choses récentes qui viennent d'arriver en fait. Ouais, il y a une dynamique qui s'est mise en place. Aujourd'hui, on considère que la divulgation est proche, pas pour cette année, peut-être pas pour l'année prochaine, mais en quelques années, il y a des choses importantes qui vont être divulguées. Aujourd'hui, ça ne pourra pas s'arrêter. Il faut s'y attendre et il faut comprendre quel est le processus qui amène certaines personnes qui veulent vraiment garder la vérité, qui les force en fait à avouer une partie de la vérité. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc déjà, quelle est la position des gouvernements? Parce que c'est un petit peu quelque chose qu'on entend toujours quand c'est un discours officiel ou alors quand c'est quelqu'un qui est bien dans le moule et qui répète, c'est on n'a pas de preuves. Les gouvernements disent on a bien des services qui observent le ciel parce qu'on ne sait jamais. Donc en France, c'est le GEPAN, mais la même chose en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis, en Australie, au Brésil, en Argentine, au Chili. Tous les grands pays ont leurs services qui surveillent le ciel et qui disent au cas où, on surveille quand même. D'accord? Mais derrière, ils disent on n'a pas de preuves. Donc on se dit, finalement, ça fait des décennies qu'ils surveillent le ciel, ils mettent des budgets là-dedans, et puis finalement, ça ne sert à rien parce que selon eux, on n'a pas de preuves. Et bien sûr, tout le monde, les gens normaux, disent, on n'a pas de preuves. En fait, vous perdez votre temps avec ces sujets-là. Mais par contre, ce n'est pas quelque chose de complètement exotique, ce n'est pas quelque chose qui arrive à personne, parce que si vous enquêtez auprès de vous, autour de vous, même si vous, ça vous est arrivé, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu quelque chose. Si vous avez vu quelque chose, ou si vous connaissez quelqu'un qui a vu des choses un petit peu bizarres, mettez-le en commentaire, c'est très intéressant de le partager à la communauté, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu des choses. Ouais. Nous, on en connaît beaucoup. Nous-mêmes, on a vu des choses. Nous-mêmes, on a vu des choses. Et donc, du coup, on se dit, oh, attends, ça, c'est quelque chose de bizarre, c'est pas normal. Ouais. Et donc, vous allez voir que ça existe. Et du coup, avoir des preuves, on est plein d'en avoir vu. Donc maintenant, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut être sérieux. En fait, la question, c'est pas est-ce que les ovnis existent. Évidemment, il y a des millions de personnes qui ont vu les ovnis. On sait pas, La question, c'est est-ce que ce sont des extraterrestres? Est-ce que ce sont des non-humains? Est-ce que ce sont des véhicules avec des êtres vivants dedans? C'est ça la vraie question. Ce sont des humains du futur ou autre, ou d'un univers parallèle, puisque aujourd'hui, les scientifiques partent du principe qu'il peut y avoir des univers parallèles. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il existe des personnes, on va parler d'un certain nombre de personnes, qui avouent des choses, qui font des choses, qui lâchent des informations et qui forcent ceux qui ne veulent pas parler à parler. Et c'est ce phénomène-là qui est très intéressant à étudier et c'est dont on va parler dans cette vidéo. On va parler, par exemple, d'une personne qui s'appelle David Charles Grush, qui en juin-juillet 2023 a parlé carrément, il a parlé devant la Chambre des représentants, devant le Congrès, et il a dit j'ai vu des choses, je sais des choses. Et ce gars-là, c'est pas le dernier des clampins qui est là à fumer des chichons ou à être à moitié sous et à regarder des lumières dans le ciel. Non, ce gars-là, il fait partie des services de renseignement de l'US Air Force. Ça fait 14 ans qu'il travaillait dans ce domaine-là quand il a parlé. Et en fait, il aurait eu accès à des choses qui l'ont tellement stupéfié qu'il a dit c'est pas possible, il faut en parler. Il aurait vu, il aurait testé un appareil qui serait non humain, extraterrestre, il ne sait pas, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas du tout humain, quelque chose qui ne fait pas partie de la technologie qu'on connaît aujourd'hui, avec à son bord des restes de pilotes qui sont non humains aussi, et il se dit c'est pas possible, et on est en train d'étudier ça. Il se dit c'est pas possible, la population doit savoir ça. Il remonte ça à son supérieur hiérarchique, son supérieur hiérarchique fait waouh, comment ça s'est su? L'information n'a pas vraiment est filtrée, mais par contre, ses supérieurs on dit mais tu ne dois pas parler de ça, c'est pas possible, c'est un truc secret, il faut pas le divulguer. C'est la sûreté de l'État, il ne faut pas le divulguer. Lui il a dit ce n'est pas possible, il faut que ça se sache. Avec 2 pilotes, pareil des officiers de l'US Air Force, ils sont allés parler à la Chambre des représentants. Lui, il était sous le sceau du secret, il ne fallait pas qu'il parle, donc il s'est dit je suis lanceur d'alerte. A priori, c'est quelque chose qui l'a couvert pour pas qu'il disparaisse ou qu'il se fasse éliminer ou qu'il se retrouve en prison, parce qu'il était parjure. Et ils ont parlé, et ils ont dit tout ça à la Chambre des représentants. Il y a des représentants républicains, démocrates, ça les a intéressés. Ils ont dit il faut à tout prix qu'on sache ce genre de choses, parce que eux, en tant qu'élus, ils ne sont pas au courant de tout ça. Ouais. Ils sont un petit peu face à l'homme à la cigarette dans X-Files, et ils disent on ne sait pas tout ça. Ouais. Donc, certains vont appeler l'État profond ou le vrai gouvernement secret. C'est ça dont on parle. Donc, pour le faire, c'est un sujet sur lequel on pourrait s'étaler pendant des heures si on se laissait aller. Donc c'est un officier du renseignement de l'US Air Force qui, dans le cadre de ses fonctions, a accès à des informations et dit il y a des gens qui sont en train de faire de la rétro-engineering sur des appareils non humains et qui ont aussi accès non seulement aux appareils mais aux pilotes de ces appareils, des cadavres.
on est en train de faire ce genre de choses. C'est en dehors de sa hiérarchie, mais c'est dans le cadre de ses fonctions. Il en parle à sa hiérarchie et on lui dit, tu la fermes, c'est la sûreté de l'État. Et lui, il dit non, c'est pas normal, il faut, un, que la population soit au courant, et deux, que le gouvernement élu soit au courant. Et il va au Congrès. Donc ce n'est pas un clampin dans un magazine à sensation, c'est un officier du renseignement de l'US Air Force au Congrès américain. Il faut se rendre compte que ça signifie quoi? Ça signifie que quand il parle, il a tout à perdre. Il a parlé, il a tout perdu. C'est-à-dire que ça faisait 14 ans qu'il travaillait là-dedans, il peut oublier son travail, il peut oublier sa fonction, il peut oublier tout. Maintenant, il est lanceur d'alerte et il est là à dire « Ah mince, est-ce que j'ai bien fait de parler ?» Par rapport à ça, le Pentagone réagit et c'est Sean Kirkpatrick, c'est un nom que vous pouvez noter dans un coin de votre mémoire parce qu'il intervient très souvent pour démentir ce genre de choses en disant « On n'a pas d'informations, on n'a pas de preuves. » Ouais, peut-être qu'on est au courant, mais non, on n'a pas de preuves. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi, alors, par rapport à l'origine de l'objet qu'ils sont en train d'étudier, vous savez, vous connaissez très certainement Roswell, mais a priori, cet objet-là, ça ferait 90 ans qu'il serait entre les mains des Américains, et il viendrait d'un crash d'un ovni en Italie, à Magenta, en 1933, et après la guerre, il serait remonté jusqu'aux Américains. Ça, c'est la légende qui dit ça. Parce que c'est vrai que quand on parle de crash d'OVNI, de crash d'UFO, on pense tout de suite à Roswell parce que c'est le plus connu. Il y en a des dizaines, des crashs d'engins extraterrestres ou non humains qui ont été recensés. Il y en a des dizaines à travers le monde depuis très très longtemps, peut-être même des centaines ou des milliers. Là, c'est pas Roswell, c'est un autre beaucoup moins connu, dont nous, on n'avait jamais entendu parler. Le crash de Magenta en 1933, on n'avait jamais entendu parler. Alors, ce phénomène-là, où quelqu'un qui a accès à des informations de par son travail, que cette personne-là franchit le pas et le divulgue, c'est quelque chose qui s'est déjà passé en 1989 avec Bob Lazar. Est-ce que vous connaissez Bob Lazar? En tout cas, il mérite d'être connu. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on enchaîne les deux? Parce qu'il va y avoir une suite à ce témoignage, mais simplement, elle ne va pas arriver l'année prochaine. Parce que si on prend Bob Lazar, on voit que ça a mis des décennies à apparaître derrière. Bob Lazar, c'est quelqu'un qui en 1989 a commencé à témoigner à la télévision américaine en disant… À visage couvert. De manière anonyme, en ombre chinoise, et il dit « Je suis un ingénieur de très haut niveau, je suis spécialisé en propulsion aérospatiale, etc. Et j'ai travaillé dans une base secrète dans le désert du Nevada, dans une base secrète qui s'appelle le complexe S4. Voilà. Et j'étais chargé de faire du rétro-engineering sur des appareils spatiaux, notamment des systèmes de propulsion. Non humains, voire extraterrestres. De conception non humaine. Et il explique tout un tas de choses, d'ailleurs, qu'il aurait vu aussi des extraterrestres, etc. Ça, c'est en 1989, de manière complètement anonyme. Simplement, en disant ça, il s'attaque à la sûreté d'État américain. C'est pas comme s'il portait plainte contre le prêteur sur gage du coin. Donc derrière, il a tout le renseignement américain sur le dos. Donc ils n'ont pas mis longtemps à l'identifier. Et le gars qui faisait l'émission lui a dit, écoute Bob, soit tu révèles ton identité et quelque part tu es protégé parce qu'on va dire que c'est toi et si tu disparais, ça se verra, soit alors tu ne donnes pas ton nom, tu restes à visage découvert et demain tu vas peut-être avoir un accident de la route ou tu vas peut-être avoir une maladie, quelque chose qui va te terrasser et tu vas disparaître et puis toute ton histoire va s'envoler. Donc il révèle son nom. Donc il donne son nom, je m'appelle Bob Lazar, donc il sait où il habite, qu'est-ce qu'il a fait comme études, qui sont ses amis, où il travaille, etc. Et évidemment, il a tous les problèmes du monde. C'est-à-dire qu'il lui efface ses diplômes. Les universités disent non, Bob Lazar, il n'est pas dans nos registres, il n'est pas diplômé chez nous. Et comme ça, il est banni, ça devient une sorte de paria, plus personne ne veut lui parler. C'est ça. C'est comme si sa vie avait été effacée, c'est comme s'il ne devenait plus rien. Effacé. Ça, c'est en 1989, et l'emplacement qu'il décrit, c'est l'emplacement de la zone 51. En 1989, la zone 51 n'existe pas. Officiellement, elle n'existe pas. D'ailleurs, l'État dit non, il n'y a rien là-bas, c'est du désert, il n'y a rien à faire. Parce que la zone 51, son existence a été reconnue qu'en 2013, longtemps après. Mais c'est grâce à un témoignage qui a commencé en 1989. Il y a des gens qui ont fouiné quand même et qui se sont rendus compte que la zone 51 existait avant, même si les officiels disaient non, elle n'existe pas, puisqu'en 1974, c'était des photos qui avaient été, des appareils photos qui avaient été confisqués, des photos qui avaient été censurées, parce que justement, il y avait des choses qui avaient été prises par avion. Parce qu'en fait, quand les gens commencent à gratter, parce qu'il y a tout un tas de passionnés derrière, des gens qui ont des gros moyens, des gens qui ont des petits moyens, des gens qui sont prêts à dormir dans leur voiture pendant des années pour prendre une photo. Donc ils n'ont pas pu nier l'existence de la zone 51. Donc en 2013, ils l'avouent, mais les gens disent « Ouais, mais en 1989, elle n'existait pas, c'est en 2013 ». Donc il y a des gens qui vont gratter là-dessus aussi. Ils disent « Ouais, effectivement, en 1974, il y a des gens qui ont pris des photos aériennes et quand ils ont atterri, on leur a pris leur appareil photo parce qu'ils n'avaient pas leur prendre des photos là-bas.
Et en 1994, d'ailleurs, il y a eu un contentieux. C'est un contentieux accident du travail, des gens qui avaient été Intoxiqués, brûlés, quelque chose comme ça, qui travaillaient justement sur la zone 51. Et si vous vous souvenez bien, dans la vidéo qu'on vous a fait sur le bunker de Zuckerberg, il y a des informations qui avaient filtré, alors qu'il voulait que ce soit extrêmement secret, Zuckerberg, qu'il était en train de fabriquer son bunker, il y a des informations qui ont filtré du fait d'accident du travail. Ben là, pour la zone 51, c'était la même chose en 94. Ah, c'est ça, donc on peut filtrer. Il y a tout un tas d'autres indices comme ça, mais tout ça c'est pour montrer qu'elle existait bien. Et il y a un gars dont aujourd'hui les universités nient lui avoir donné un diplôme, qui en 1989 connaissait l'emplacement d'une base secrète, alors qu'elle n'était pas censée exister. Donc aujourd'hui on peut quand même lui faire confiance à Bob Lazar. Mais surtout qu'il a perdu tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un paria, il vit mal, il vit comme un rat, il se sent rejeté, il est malheureux. Il se dit mais vraiment j'ai bousillé ma vie. Ouais. Et quelque part, c'est le journaliste qui l'a interviewé qui en a recueilli les fruits financiers. Et lui il se retrouve... Il a tout perdu. Il a tout perdu quoi. Mais aujourd'hui la zone 51, plus personne nie son existence. Si vous voulez, vous prenez votre voiture, vous allez sur place, elle est marquée, elle est identifiée sur les cartes, jusqu'à qu'il y ait une barrière ou un panneau qui vous indique que si vous allez plus loin, on va vous tirer dessus. Ou jusqu'à qu'il y ait un gros 4x4 qui vous intercepte en vous disant vous n'avez pas le droit d'être là. Elle existe. Et si aujourd'hui tout le monde le sait, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui a sacrifié sa carrière. Il s'appelait Bob Lazar et il a fallu presque 20 ans pour que la vérité sorte. Donc là, Bob Lazar se sacrifie, David Gross se sacrifie. Bob Lazar, ça a donné quelque chose, ça a donné la révélation de la zone 51, et quelque part, on se pose la question si tout ce qu'il a dit d'autre, ça serait justement pas vrai. Et c'est la même chose avec David Gross. Il a dit quelque chose et on va se rendre compte que dans quelques années, peut-être, on espère que ça va être rapide, plus rapide que pour Bob Lazar. On va se dire, ouais, on est chiant, mais c'était vrai ce qu'il a dit. Et ça, c'est la dynamique de la divulgation. Il y a quelqu'un qui se sacrifie, qui dit quelque chose, qui se fait moquer, qui devient un paria, un moins que rien, etc. Et puis derrière, il y a toute la communauté des chercheurs indépendants qui va chercher, qui va trouver. Et à un moment donné, le gouvernement est obligé de dire, ah bah oui, c'est vrai. Et on a d'autres exemples encore. En 2017, vous vous souvenez peut-être, sous Trump, il y a eu une révélation. Ils ont avoué avoir créé un service spécial qui aurait fonctionné entre 2007 et 2012 et qui était censé étudier les menaces spatiales. Oui, mais Trump voulait justement révéler ça. Trump, ça faisait partie d'un petit peu de sa campagne politique de dire « je veux révéler ça ». Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Certainement qu'ils sont arrivés, ils lui ont dit entre quatre yeux, là, ça tu ne dois pas en parler. Mais il a quand même révélé un petit peu de trucs. Donc il y avait des gens qui avaient gratté, à un moment donné, la révélation a été faite, et on a dit oui, entre 2007 et 2012, on a alloué 22 millions de dollars par an à un service qui était censé étudier les menaces spatiales. Mais maintenant, on a arrêté. C'est toujours comme ça. Oui, maintenant qu'il y a les preuves, Maintenant que vous le savez, on va vous dire qu'on a arrêté. Oui, c'est vrai, mais maintenant on a arrêté. Jusqu'où vous avez des preuves au fait? Ah oui, vous avez des preuves jusqu'à 2012. On a arrêté en 2012 d'ailleurs. Sachez que c'est à ce moment-là qu'on a arrêté. Après, il n'y a plus rien. Voilà. Justement, ça tombe en même temps. Ouais, donc ils ont gratté 22 millions de dollars par an pour étudier des systèmes de propulsion invisibles et des systèmes de vol stationnaire sans portance. En gros, c'était ça le projet. Et quand ils ont gratté là-dessus, sur ces 22 millions, il y en a une grosse partie qui a été donnée à un sous-traitant qui s'appelle Bigelow Aerospace. Et ça, c'est super important aussi, c'est un nom qu'il va falloir retenir. Oui, parce que Bigelow, qui c'est? Alors Bigelow, c'est un jeune qui, quand il a 12 ans, voit un test d'explosion nucléaire. Il habite au Nevada. Comme ça, il voit le champignon nucléaire et ça le fascine. Les sciences le fascinent. Et en plus, ses grands-parents, à la même époque, alors qu'ils roulaient comme ça, qu'ils rentraient chez eux en voiture, ont vu un phénomène ovni, une sorte de boule de lumière qui s'est dirigée à très très grande vitesse vers leur voiture et juste avant de les percuter, part à la perpendiculaire. Et donc ils disent waouh, lui il dit waouh, mais il faut que je fasse des sciences, ça me passionne. Bigelow, Robert Bigelow. Oui. Et puis il essaie de faire des études scientifiques et il se rend compte qu'il n'est pas bon en maths. Et donc il se dit je ne suis pas bon en maths, alors ce que je vais faire, c'est que je vais devenir richissime. Et avec mon argent, je vais faire travailler des scientifiques qui vont me permettre d'étudier tous ces phénomènes ovnis, tous ces phénomènes bizarres. Il n'était pas riche au début. Il n'était pas riche. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de l'immobilier, il a fait des hôtels, des appartements, des appartements. Ouais, c'est devenu un mania de l'immobilier et de l'hôtellerie à Las Vegas, au point qu'il a fait construire... Il parle en unités de logement, donc les unités de logement, c'est parce qu'il a des appartements et des hôtels en même temps, donc ça peut aussi bien être une chambre d'hôtel qu'un appartement. Il a fait construire 12 000 unités de logement et il en a acheté 8 000 autres. En gros, il s'est retrouvé avec 20 000 logements qui lui appartenaient. Il est devenu milliardaire. Et avec ces milliards, il les a bien utilisés. Ce qu'il s'est dit, en fait, il a pu réaliser son rêve qui était de créer sa propre mission spatiale.
C'est ce qu'il a fait. Il a créé une société qui s'appelle Bigelow Aerospace. Il est devenu sous-traitant, entre autres, pour la NASA et SpaceX. Et dans l'ISS, il a fait les logements gonflables qu'on appelle BIM. Ouais. Donc en gros, c'est lui qui a conçu, enfin son entreprise, les gens qu'il a embauchés avec sa fortune, qui ont construit ces logements gonflables qui se sont arrimés à l'ISS. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Et donc il a eu 22 millions pendant un certain nombre d'années pour étudier justement ces artefacts. Alors si vous connaissez Terminator 2, vous savez que Terminator 2, ça se base sur la main d'un Terminator qui avait été retrouvée et qui était dans un labo et qu'ils utilisent la technologie de cette main pour justement progresser d'un point de vue scientifique. Bigelow, il est associé à ça, c'est un petit peu comme si c'était la réalité de cette entreprise. Oui, parce que cette mission qui est censée étudier les menaces spatiales, sa mission c'était d'étudier des moyens de propulsion invisibles et des moyens de vol stationnaire sans portance. Mais Bigelow Aerospace, c'est un fabricant de matériel, c'est une boîte d'ingénierie qui fabrique du matériel. Ce n'est pas une société qui fait de l'analyse d'observation, qui fait de l'analyse d'images sur des photos d'OVNI ou des vidéos d'OVNI. C'est un fabricant de matériel. Donc, et ça va probablement venir dans les années qui viennent, il est très probable que Bigelow Aerospace ait reçu 22 millions par an pour faire du rétro-ingénierie sur des systèmes de propulsion et de vol stationnaire d'OVNI. Non humains. Des vrais objets qui ont été récupérés. Mais d'ailleurs, il avait été financé au départ par le prince de Liechtenstein. Oui, parce que avant de créer Bigelow Aerospace, il était déjà passionné d'ufologie. Il avait commencé déjà à avoir pas mal d'argent. Il a parcouru les États-Unis et puis le monde à la recherche de témoignages, à la recherche de preuves, d'observations. Et dans ses bienfaiteurs financiers, il avait le prince de Liechtenstein. Donc le chef d'État du Liechtenstein, c'est Hans Adam II, qui est très connu dans le monde de l'ufologie, parce que même Jacques Vallée, dans ses mémoires, il dit qu'il avait reçu des sous, il l'avait rencontré tout un tas de groupes ufologiques, certains avec des gros moyens, d'autres des indépendants, qui recevaient des gros chèques du prince de Liechtenstein pour financer leurs recherches. C'est-à-dire que le prince de Liechtenstein non seulement finançait des gens comme ça pour faire de l'étude ufologique, mais il y croyait intimement. Ouais. C'est-à-dire que lui, en tant que chef, même si c'est un petit État, il est quand même chef d'un État, il y a des informations qui remontent jusqu'à lui. Ces informations l'ont poussé à croire aux ovnis et aux extraterrestres. Ouais. C'est quand même intéressant. Le prince de Liechtenstein, évidemment, maintenant, il n'a pas la fortune d'Elon Musk ou de Bill Gates ou ce genre de gens. Mais avant l'avènement des géants de l'Internet, c'était quand même parmi les plus grosses fortunes du monde. Donc, c'est pas n'importe qui. Et quand on voit le type de profil avec les origines, etc., vous voyez dans X-Files, quand l'homme à la cigarette rend compte à une sorte de comité secret, là où il y a des gens qui viennent du monde entier et qui disent ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire, on l'imagine assez bien quand même dans ce genre de cercle. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez eu des expériences vous-même ou connaissez des gens autour de vous qui ont eu des expériences, surtout mettez-le en commentaire. Ça va conforter ceux qui ont vu quelque chose et qui, quelque part, n'osent pas en parler parce que, quelque part, il y a des gens qui se sont moqués d'eux ou autres. Bref, mettez-le en commentaire, c'est intéressant pour toute la communauté. Parce que maintenant, ça va avancer. Voilà, on a donné 3 exemples. C'est la dynamique de la vérité qui est enclenchée. Ça ne s'arrêtera pas, mais par contre, ça met du temps. On a vu, par rapport à Bob Lazar, en 1989-2013, il s'est passé du temps quand même avant qu'on lui reconnaisse, qu'on lui donne raison. Quoi. Ouais. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, on y reviendra sur le phénomène OVNI parce que c'est quelque chose qui nous passionne, qui nous intéresse. On a des choses à vous raconter, des choses à vous révéler, des informations. Des centaines et des centaines. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut. Bye. Salut.